avec un S à sport. Logos FM. Bienvenue sur Logos FM pour une nouvelle émission d'Avec un S à sport. Et ce soir, notre invité est Lucas Armand, le directeur du développement du handball club de Cournon d'Auvergne. Bonjour Lucas. Bonsoir à tous. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. En forme ? Ouais, il faut, dans cette semaine sportive. Eh oui. Et cette semaine sportive qui aujourd'hui est vraiment devient exceptionnelle, on va dire. Antoine Pogacar-Lafont qui est présent. Là, je peux pas t'appeler Van Der Poel, c'est pas possible, pas aujourd'hui. Merci, salut Fabrice. Oui, tu veux parler de ma performance de samedi, c'est ça ? Exactement. Écoute, t'as fait un podium. Ouais, je suis content sur une petite course sympa avec Perse. Et je voulais déjà remercier le Vélo Club d'Aigues-Perse d'avoir organisé cette course parce que on n'en parle pas assez des bénévoles aussi qui prennent de leur temps sur les week-ends, donc merci à eux. Ok, et on a aussi notre chroniqueur habituel, au même titre qu'Antoine, Maxime Sekalo, qui va nous dire bonjour en mandarin parce qu'il est proche des Chinois, on l'a su il n'y a pas longtemps. Mais... faut pas le dire trop fort, Fabrice. Salut à tous, salut Fabrice, salut Lucas. Bon Lucas, alors cette saison au HCCA, comment ça se passe ? Bien, pas bien ? Ça se passait très très bien jusqu'à ce qu'on rencontre de nombreuses blessures sur ces dernières semaines. On a 5 gros joueurs qui sont actuellement blessés, du coup qui nous permettent de ne pas avoir de rotation les week-ends. Donc on vient d'enchaîner deux défaites de rang, dont une très très sévère à la Maison des Sports face à Nancy, qui était un concurrent direct pour les places qualificatives pour les play-offs. Mais la défaite qui fait le plus mal, c'est celle à Cherbourg, où on perd d'un seul but. On pouvait passer devant eux avec un point d'avance, on se retrouve largué à 3.2, qui est le concurrent au play-off, on va dire, le plus accessible pour nous sportivement. D'accord, donc il faut finir 9e pour les play-offs. Il faut finir 9e, on est actuellement 10e à un point des play-offs. Alors, Cyril Fauché, qui est quelqu'un que je connais bien, qui est un ami. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou et je lui dis quand tu veux, Cyril, pour le resto. Et qu'on a reçu ici, d'ailleurs. Et qu'on a reçu ici, ouais, c'était très intéressant. Et je l'ai interviewé avec Clermont Sport. Et Cyril Fauché m'a dit, il l'avait dit aussi à la montagne, il a dit ma meilleure recrue, c'est Lucas Armand. Alors, raconte-moi pourquoi tu es la meilleure recrue du handball club de Cournon d'Auvergne, Lucas. La meilleure recrue, c'est beau déjà, c'est flatteur d'avoir la confiance d'un président. La meilleure recrue, non, je me donnerai pas ce joli titre, mais ouais, on essaie en tout cas de tout mettre en place pour accompagner Cyril dans le développement du club sur toute la structuration et sur un projet à moyen terme. Pour ça, on travaille sur différentes solutions. Moi, j'avais un rôle déjà très fort au Clermont Foot auprès des partenaires privés, donc c'est la base de tout club, hein. C'est de baser leur politique de développement à partir des partenaires privés qui nous accompagnent. Alors je te coupe Lucas parce que j'espère qu'il y a beaucoup de présidents qui nous écoutent et moi j'ai envie de pousser un petit coup de gueule, là j'en profite. Écoutez bien là, chers amis présidents, ce que vient de dire Lucas, c'est la base de tout en fait. Tu vois, le directeur du développement, c'est la base de tous les clubs d'avoir un partenariat privé digne de ce nom, quoi. C'est sûr qu'il faut un représentant au plus près de ceux qui investissent dans les clubs, dans les associations, hein, parce que nous on est encore sous format associatif, hein. C'est aussi une chance quand on parle un peu de concurrence dans le secteur clermontois, qui a beaucoup de sports professionnels sur le territoire, et on doit se partager malheureusement les budgets de sponsoring de toutes les sociétés, donc il faut réussir à tisser des liens de proximité avec tous les partenaires qui nous accompagnent, quoi. Et ça, c'est une véritable stratégie de fond à mener. Ok, et cette stratégie de fond à mener, tu l'amènes comment ? Déjà, il y avait un travail de fond qui avait été très très bien fait par le président. Après, voilà, on se fait accompagner de partenaires qu'on essaye d'investir dans le projet complètement. C'est-à-dire que nous, on a créé des sous-commissions, commissions de développement commercial, où les choix stratégiques sont pris par les partenaires qui investissent dans le club. Cellules de développement, choix stratégiques autour du recrutement du sportif. On essaye vraiment de mettre des partenaires qui ont cette appétence-là, soit sportivement, soit dans le développement commercial, dans les mailles et dans les choix stratégiques du club, quoi. Juste une dernière question, après je laisserai mes amis prendre le relais. Il faut vraiment, je sais que vous avez créé un business club dynamique à Cournon, il faut vraiment faire ça dans tous les clubs en fait si on veut réussir. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, quand il investit dans un club, il veut aussi faire un peu de business, quoi. Enfin, c'est logique. Aujourd'hui, on se rend compte, hein, et ça va même au-delà du business club, hein, c'est que toutes les sociétés qui investissent dans le sponsoring, bien évidemment, ils veulent avoir un retour sur investissement, et par le levier du business club, on permet de faciliter la mise en relation avec tel ou tel corps de métier, tel secteur d'activité, ou même ça peut être sur de l'employabilité pour répondre et combler les offres d'emploi qui peuvent être vacantes dans certaines structures, quoi. Ok, Antoine, Maxime ? Non, je voulais savoir, je sais que tu as passé de nombreuses années au Clermont Foot. Est-ce que tu étais un passionné de hand avant de venir ou tu as découvert ce sport avec ta venue au club ? Alors,
J'ai abandonné le hand il y a très longtemps, mais j'étais un grand passionné de hand de par mes études. J'ai toujours fait du hand à l'UNSS plutôt que du football. C'est alors que je faisais du foot en club à côté, mais parce que j'avais une bande de copains qui étaient à fond dans le hand et du coup je m'étais pris de passion par ce sport. Et à 15 ans, j'avais failli faire la bascule, passer au hand plutôt qu'au foot. Mais non, après on suivait bien évidemment les équipes de France qui représentent parfaitement le sport à l'international. Et ça, malheureusement, on n'a pas réussi à avoir ce relais médiatique pour surfer sur la vague et du handball féminin et du handball masculin qui a supporté hautement les couleurs de la France. Maxime. Et ton parcours jusqu'au handball de Cournon, tu peux nous en parler un peu plus ? Professionnel ou aussi scolaire ? Ouais, les deux. Comment t'es arrivé là ? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans ce domaine du développement commercial ? Quelles sont les clés peut-être pour ceux qui nous écoutent aussi ? Très bien. Du coup, scolairement parlant, j'ai fait un bac marketing STG. Simplement. Et sur un pari avec des copains, je suis allé passer le concours d'entrée à Catch Business School à Marseille. Et sur les 3 copains, je suis le seul à l'avoir eu sans l'avoir préparé. Ça, c'est énorme. Le talent. Exactement, j'y suis allé complètement au talent. Et ça, c'est une grande fierté. Donc, j'ai fait un bachelor à Catch Business School. Après, j'ai fait une double licence en management du sport à STAPSA à Marseille. Et après, je suis arrivé sur Clermont pour le master à l'IAE de Clermont. Donc, pourquoi Clermont ? Je ne sais pas. À l'heure actuelle, je sais toujours pas. Tu es originaire de quel endroit ? À côté d'Avignon, je suis d'Orange. Ok. Donc je suis né à Orange, je suis d'un petit village de la Drôme provençale à Suze-la-Rousse. Ouais. Ceux qui connaissent le vin, il y a l'université du vin là-bas. D'accord. Et du coup, je suis arrivé à Clermont. Mon frère a joué au Clermont Foot, donc ça c'était une grosse force aussi. Il a fait une belle carrière en Ligue 2 et du coup il connaissait Claude Michy. J'avais Jacques Saz aussi qui était un joueur emblématique du Clermont Foot qui était encore au club et ils avaient perdu Régis Pulès qui est parti aujourd'hui chez Debusac Multimédia qui était le responsable commercial. Ils avaient embauché Nathalie Marquez qui était ma tutrice de stage en Master 1. Et qui a démissionné pendant mon stage, donc ça c'était une opportunité et une chance pour moi. Et Claude Michy m'a fait totalement confiance, m'a dit t'arrêtes les études, je lui ai dit non, il faut peut-être que je finisse quand même mon master 2. Et du coup je suis parti avec mes plaquettes commerciales sous le bras et j'ai fait le tour des partenaires et c'est comme ça que je suis arrivé au Clermont Foot et après 10 ans se sont passés. Ouais, c'est une très belle histoire ça, hein, une très très belle histoire. Et donc comme tout le monde, tu as certainement dû écouter les déboires du Clermont Foot au niveau partenariat, enfin financier un peu là, c'est un peu sombre tout ça, c'est un peu loufoque même à la limite. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi ? Au niveau partenariat, j'ai quand même fait la transition cet été. Donc on avait renouvelé déjà un bon nombre de partenaires, puis la succession a été bien faite par mes anciens commerciaux, plus Alexandre Santos qui a pris la suite. Donc sur ça, j'ai pas trop de doute sur la pérennité de cette action qui est menée. Après sur l'actionnariat, Ahmed Schaeffer est actionnaire, comme l'indique son poste, et président. Donc il se doit aussi d'avoir des résultats sportifs, bien évidemment, pour la ville de Clermont. Mais après voilà, comme tout chef d'entreprise, il le voit comme une entreprise et il fait du résultat et on peut pas lui enlever qu'il a quand même fait vivre 3 belles années en Ligue 1, chose que je pense que pas beaucoup de gens auraient pu le faire. Claude Michy était arrivé au bout du défi que lui avait incombé la mairie. Ouais. Mais avoir l'opportunité économiquement parlant à Clermont d'avoir 2 gros sports, je pense que c'est pas encore tout à fait viable. Ouais, tu penses au rugby ? Je pense au rugby, qui est un concurrent. Et on le sait que maintenant, l'actionnaire majoritaire, c'est Michelin et tout l'écosystème économiquement parlant qui est drainé autour de Michelin, les sous-traitants, les fournisseurs, etc. Malheureusement, c'est dur pour un autre club d'exister avec du financement en grosse partie par du sponsoring. Ok, c'est le club de rugby qui joue que 25 minutes par match. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. Antoine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou une question à poser à notre Non, je dirais qu'il a tout connu avec le Clermont Foot, sauf la future peut-être descente en N1, mais on y reviendra plus tard. Donc. Ouais, ils vont se maintenir. 5 matchs, 5 victoires, 15 Je pense que c'est celui qui connaît le mieux le Clermont Foot, donc à toi de te mouiller, Lucas. Moi, je pense qu'ils vont se maintenir au barrage. Ça sera difficile de sortir des barrages, mais ils vont grappiller une place d'ici la fin de saison parce que le calendrier est favorable. Et là, ils ont fait le choix de nommer quelqu'un du club pour essayer de remobiliser les troupes et quelqu'un qui connaît vraiment les valeurs du club et qui a vraiment tout connu aussi avec le Clermont Foot, qui a fait un excellent travail au centre de formation. Il faut pas lui enlever. Et puis, il sera bien entouré, je pense, par toutes les équipes qui l'ont déjà accompagné au quotidien parce que le staff du centre de formation fait un très très gros travail depuis de nombreuses saisons. Ouais, faudrait quand même pas descendre en national, parce que là, vraiment, ça craint,
Ça serait l'hécatombe pour le club après, surtout en 2 ans, quoi, faire 2 descentes de suite. Est-ce que tu penses que le club peut faire une Bastia ou une Strasbourg, c'est-à-dire descendre en N3 carrément, parce qu'il n'y a plus de finances, il n'y a plus rien, toutes les entreprises se barrent. Est-ce que tu penses que c'est possible, ça ? Tout est possible, tout est envisageable. Hein. J'ai pas la visibilité sur les comptes du club. Hein. Ouais, bien ça, sûr. Je pourrais pas le dire. Par contre, il y a des investissements qui ont été faits. La descente internationale peut entraîner aussi une grosse baisse des droits TV qui génère une grosse partie des budgets des clubs. Donc, faudra voir comment se faire accompagner pour éviter cette catastrophe-là. Donc, Lucas, on a parlé du Clermont Foot. Donc, Laurent Batles vient d'être évincé. Est-ce que toi, tu l'aurais fait avant ou est-ce que c'est normal de garder un entraîneur qui prend l'équipe 12e de Ligue 2 et qui s'en va alors que l'équipe est 17e ? Et il serait parti avant, ça aurait été mieux, non ? Mieux, je sais pas. Hein. La situation, je pense qu'il faut la prendre bien au début de la saison. C'est peut-être le premier choix qui avait été, qui est peut-être à remettre en cause. Après, j'ai eu l'occasion de croiser Sébastien Bichard un petit peu, donc je peux pas le juger sur le quotidien parce que je l'ai que croisé humainement quand il faisait la passation avec Pascal Gatien. L'arrivée de Batles, qui est vraiment quelqu'un avec des valeurs humaines vraiment très fortes que j'avais pu rencontrer moi par notre passion commune qui est le padel. Mais sportivement, après au quotidien, on n'est pas dans le groupe. C'est difficile de juger quand on n'est pas dans l'intimité du vestiaire. Hein. On ne sait pas s'il a perdu le groupe avant, s'il avait la confiance des pseudo-cadres du Clermont Foot. Donc c'est difficile de juger. Après, de toute façon, il reste 5 journées. Vu la situation du club, je crois qu'ils n'ont pas gagné depuis une dizaine de matchs depuis janvier contre Martigues et Caen. Donc forcément, fallait forcer le destin et avoir une réaction pour essayer de sauver le club, ça serait compliqué de les voir descendre. Mais à ton avis, en début de saison, donc Lorient et Metz veulent jouer la montée. D'ailleurs, ils sont premiers et deuxième de mémoire, ou Metz c'est peut-être troisième parce qu'ils ont fait 1 et 3, oui. match nul à Caen. Et à Clermont, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de déclaration dans ce sens-là. On va essayer de se maintenir. Quand tu descends de Ligue 1, c'est pas un message positif. Hein. Après, c'est pas les mêmes anciennetés. Hein. Eux, ils ont déjà connu les montées, descentes, les ascenseurs. Donc, eux, ils sont déjà formatés à ça. Ils savent ce qu'il faut faire et les choses à mettre en place. Metz, c'est spécialiste. Hein. Ils font que ça, Metz. C'est vrai. Ouais, mais c'est vrai en plus. Mais donc, du coup, Clermont ne l'avait pas connu. Hein. Donc, maintenant, il faut se retrousser les manches et puis avancer et faire l'union sacrée autour du club parce qu'il faut que le club se maintienne en Ligue 2. Et il faut éviter à tout prix cette descente. Est-ce que mes amis chroniqueurs ont un truc à dire ? On peut revenir sur le match contre le Paris FC de ce week-end. Vas-y. Qui est quand même donc aussi un match très compliqué avec une équipe en face qui joue clairement la montée avec les gros investisseurs LVMH, la Galaxy Red Bull, etc. Donc c'est sûr que pour le coup, est-ce que là, ce limogeage qui a eu lieu en début de semaine est pas opportun après cet énième revers en se disant que, comme l'a dit Lucas, le calendrier qui arrive est plus favorable, entre guillemets. Donc voilà, il faut espérer que, comme l'a dit Lucas, on ait quand même un sursaut d'orgueil, que le groupe, tout le monde ait une union sacrée autour des joueurs pour se maintenir, parce que voilà, on a connu ces dernières années quand même des très belles heures dans le foot clermontois. Et avec ce projet en plus de stade qui va être quand même magnifique pour de la nationale, ça ferait tâche. Bah, tu recevras quand même Sochaux, Le Mans, c'est pas mal quand même. Oui, qui ont aussi des beaux stades. Pour un beau derby auvergnat. Le Puy qui a 8 points d'avance, je crois. Oui, je crois que c'est sur Cannes. Bon, ça serait Il reste un peu de une match, catastrophe si le Puy ne montait pas. Mais clairement, le Puy l'année prochaine, c'est quand même un beau derby. Mais moi, ce qui me fait peur pour le Clermont Foot, c'est que pour gagner un match, il faut marquer. Et je trouve que devant, il n'y a vraiment personne. Et je n'ai pas les statistiques des nombres de buts qu'on a marqués sur les 10 derniers matchs, mais elles doivent pas être terribles. Ouais, puis t'as l'impression que les buts, c'est des buts casquettes à chaque fois. Des buts qui sont venus là, le ballon est tombé par hasard ici et ils ont pu le pousser au fond. Ouais. Peut-être dû à même des erreurs adverses et pas forcément par ton talent. Pas par la construction d'une action. Quoi. Donc, Lucas, tu voulais ajouter quelque chose ? Il n'y a pas de véritable buteur. Hein. Là, si on regarde le classement des buteurs du Clermont Foot, le meilleur buteur doit être peut-être à 4 buts. Donc c'est Mons Bassomouina avec 4 buts. Donc tu n'as personne qui tire le club vers le haut offensivement. Et pour l'instant, tu n'as pas retrouvé ton leader technique sur le front de l'attaque. Et c'est ce qui te fait défaut aujourd'hui, hein, malgré avoir une défense quand même d'expérience. Puis tu as des joueurs qui ne sont pas au niveau, contrairement à ce qu'ils avaient pu nous laisser entrevoir l'année dernière en Ligue 1. Hein, des Habib Keita qui étaient potentiellement
exceptionnels en Ligue 1 sur certains matchs. Ouais. Des Tchèques Konaté qui laissaient entrevoir quand même de très belles performances sur la fin de saison de l'année dernière, qui aujourd'hui ne sont pas au niveau malheureusement. Je sais pas ce qu'ils ont ces joueurs-là. Puis heureusement que tu as le goal Théo Guivarch, parce que il est élu, je crois, sur les 3 ou 4 derniers mois, il est élu 3 fois joueur du mois. C'est jamais bon signe. Non, ça c'est pas bon signe, ça c'est sûr. Mais donc heureusement qu'on l'a peut-être lu, parce que là pour le coup, ça se trouve, on serait bien lanterne rouge et bien comme il faut. Donc faut essayer de construire là-dessus aussi, de se dire qu'il y a quand même des individualités qui relèvent le club et il faut compter là-dessus aussi. Donc le calendrier, le Clermont Foot se déplace à Pau le prochain match, reçoit 3 après, ira au Red Star, reçoit Annecy et ira à Rodez. Alors que Martigues reçoit Metz, va à Caen et à Guingamp, reçoit le Paris FC et va à Lorient. Donc c'est vrai que le calendrier du Clermont Foot est un peu mieux que celui de Martigues en tout cas. Donc après on verra bien. Mais voilà, si on pouvait même éviter cette 16e place, ça ce serait un miracle. Impossible. Non, c'est pas. Non, c'est possible. Tant que c'est possible mathématiquement. 8 points sur les 5 derniers matchs, il faut à minima 2 victoires, 2 matchs nuls. J'espère me tromper, mais pour moi c'est impossible. C'est sûr qu'avec la dynamique actuelle, on a du mal à y croire. Mais j'ai du mal à nous voir gagner ne serait-ce qu'un match. Ouais, mais après avec un nouvel entraîneur, c'est une nouvelle dynamique. Et effectivement, peut-être que Batles avait perdu son vestiaire ou une partie de son vestiaire. Donc on peut peut-être retrouver une équipe complètement révoltée, entre guillemets, Antoine. On était au match contre Amiens, moi j'ai déjà trouvé révolté. C'est simplement, il n'y arrivait pas. Je veux dire, j'ai trouvé une équipe qui mettait du cœur et de l'envie. C'est vrai qu'après, quand ça veut pas, ça veut pas. On a vu des joueurs, Johan Magnin notamment, on en a parlé, qui est notamment assez discret dans la presse et même dans son attitude sur le terrain, qu'il a harangué le public, etc. pour motiver tout le monde. Donc, faut espérer qu'avec l'arrivée de Sébastien Mazera, justement, on puisse avoir ce sursaut d'orgueil. Il faut rappeler collectif. Nicholson, il faut rappeler Iglesias, il faut rappeler Mohamed Bayo, allons-y. Martinelli. Iglesias, oui, après Nicholson, ça a duré 2 semaines. Ouais. Il était performant 2 semaines, quoi. Après, et ça nous suffirait, 2 matchs, et c'est bon. On signe tout de suite. Ouais, mais après, quand t'es jamaïcain et que tu viens à Clermont-Ferrand, ça doit faire un contraste. Et tu fais pas du 100 mètres, c'est pas bon signe. Et puis il était international, il faut rappeler aussi qu'il faisait les déplacements pour aller jouer avec son pays, avec les décalages horaires aux États-Unis et en Amérique du Sud, c'était compliqué. Ouais, ça doit fatiguer ça, sacrément. Allez, on parle de l'ASM Clermont-Auvergne, on en reparlera aussi dans l'autre partie, mais alors là, l'ASM Clermont-Auvergne, là, je vais ouvrir le débat parce que là, franchement, je vais me faire un grand plaisir. On ne peut pas gagner un match en jouant un quart d'heure en première mi-temps et 10 minutes en deuxième mi-temps. Moi, je sais pas ce qu'ils font. Et quand on note les lignes arrière, par exemple, parce qu'on a été débordé derrière, Northampton, ça va à 2000, et nous, tu dirais que c'est les pattes de Montferrand, quoi. J'ai rien contre les pattes de Montferrand, mais à un moment donné, pourtant, tu as des gens comme Moala, comme Simonet, comme Raka. Bon, Delguy s'est blessé un peu tôt, mais enfin, quand même, c'est quand même pas des U13 ou des U14, hein. Donc là, je comprends pas. Donc 10-0 au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ok, d'accord, tout va bien. Et puis après, on arrête de jouer. Après, je pense qu'on a un collectif qui est trop fragile. Donc déjà, pour jouer sur les deux tableaux, je pense qu'on l'a pas, clairement. On peut pas viser le top 6 et les phases finales de Champions Cup. Ouais. Et ce qui fait que ce que tu as dit, que Delguy se blesse assez tôt, toute la ligne arrière a dû se reconstituer, donc avec Bello, je crois qu'il passe en 15, Newsom qui passe à l'aile, alors que Newsom, c'est clairement pas son poste de prédilection, l'aile. Donc il fait rentrer Oudar Pileta très tôt, alors que je pense que c'était clairement pas dans les plans de jeu. Donc déjà qu'en fait on n'a pas, je pense, le banc et l'effectif nécessaire pour justement être compétitif sur ces deux compètes, et là tu dois te réorganiser au bout de 10 minutes, je pense que ça aide pas. C'est pas des excuses, parce que c'est bon, je préfère. On a quand même un groupe, pour moi, qui est compétitif. Ce sont des professionnels. Non, après, on a des belles individualités, comme tu dis, avec Moala, Raka, etc. Mais quand tu dois te réorganiser comme ça, que déjà, tu es quand même, tu vois, là, tu as enchaîné des victoires et des défaites aussi compliquées, notamment à domicile, avec le Racing, etc. Tu n'es pas dans une dynamique avec un gros effectif. Et je trouve ça compliqué, justement, de jouer les deux tableaux avec Alors moi, j'ai une parade pour ça, c'est l'équipe B de Toulouse, quoi. Enfin... L'équipe B, l'équipe C. J'ai eu la chance, moi, d'être en séminaire au Stade Toulousain, qui travaille excellemment bien sur leur stratégie marketing, communication il y a très peu de temps. Mais pourquoi ils ont des résultats ? Je confirme ce que disait Maxime, c'est parce qu'ils ont réussi à avoir un effectif et une profondeur de banc hallucinante, parce que le rugby d'aujourd'hui, ultra moderne, demande des aptitudes physiques bien au-delà de ce que ça pouvait l'être avant, et il y a de plus en plus de blessures, et eux performent parce qu'ils ont 3 équipes qui sont sportivement qualitatives.
Puis je pense qu'il faut s'y faire, hein. C'est plus l'ASM d'il y a 5-6 ans, hein. Avant, on avait une pléiade de stars. Aujourd'hui, je vais être honnête, hein, la seule star du club, pour moi, c'est le coach, c'est Urios. Il n'y a pas de joueur qui sort du lot comme pour l'avoir Toulouse ou Bordeaux. Ouais, peut-être Mola un peu, Raka aussi, c'est pas... Ouais, mais c'est pas... Quand tu vois l'effectif Toulouse et de l'UBB, Raka, c'est un bon joueur, mais je pense pas qu'il sorte... tu t'interroges des gens, ils savent pas qui c'est, quoi. Hors de Clermont et du monde de l'Ovalie. Ouais. Après, le club est en reconstruction, hein. C'est étape par étape, hein. Fais gaffe, Fabrice n'aime pas ce mot quand tu parles de l'ASM. La reconstruction, c'est quoi pour toi la reconstruction? Explique-moi. C'est qu'il faut laisser le temps aux gens de travailler complètement. Il y a une nouvelle direction qui arrive à l'ASM qui travaille déjà très très bien dans les coulisses. Et puis sportivement qui demande à mettre du temps. Ils ont eu la chance et ils ont fait le choix de prolonger Urios 3 ans, laissant lui 3 ans et lui laisser le temps d'aller jusqu'au bout de son mandat pour voir où il est capable d'amener le club. Alors, donc ça c'est très bien parce que moi ça me permet de dire que tu peux pas te permettre d'attendre quand tu t'appelles Clermont, ça c'est pas possible. On peut pas faire des saisons comme on a fait l'année dernière, on peut pas faire des prestations comme il y a eu à Northampton, tu vois. Ils sont 6e en top 14, mais est-ce que tu vas rester 6e en top 14 ? Parce que tu vas à Toulon là, le prochain match, il y a Lyon-Montpellier, donc tu seras 7e comme maintenant t'as plus que ça à jouer de toute façon. Donc t'as plus trop l'excuse de te dire bon ok. Ouais, mais le nombre de blessés. 50-50 sur les deux. Oui. Fritzi c'est fini malheureusement. D'ailleurs on lui fait un coucou à Fritzi parce que c'est terrible de terminer sa carrière à Clermont là-dessus. Lui qui est là depuis 2013. Et puis Etienne Falgou aussi hein, qui a une rupture au biceps. Donc c'est fini aussi. Fritzi est arrivé en joker médical, faut pas l'oublier. Ouais, Delvis Vermeulen, ouais. Franchement donc vu le temps et le bien qu'il a fait à la SM, c'est non, sûr ça c'est triste, ouais, ça c'est triste, vraiment. Mais pour en revenir aux blessés, tu vois, j'ai même regardé la liste des blessés et quand tu vois, on parlait de la profondeur de banc tout à l'heure, clairement, t'as donc des Jono, Hamdaoui, Lanen, Yato, Lautrian, Juran, tu vois, c'est des mecs qui en début de saison, ils nous faisaient du bien. Juran à l'aile, il nous a fait des matchs, des grosses prestations. Non mais sincèrement, je vous pose la question à vous trois. Est-ce que vous trouvez que c'est une belle saison à la SM? Sincèrement. Non. Après, si on fait le même constat, l'année dernière, ils étaient quasiment aux portes de la descente et on était en train de calculer les points et des matchs à aller gagner pour qu'ils se maintiennent. Aujourd'hui, ils sont aux portes du top 6, donc ils sont en progression. D'accord. Ça, on peut pas non, c'est que les victoires sont pas belles ou quoi que ce soit, donc c'est cet effet-là, mais comptablement parlant, on y est. Après, je suis d'accord. L'engouement, t'as quand même là, on est à 3 ou 4 guichets fermés sur ces 3 derniers mois. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu Michelin dans cette belle effervescence. Donc, comme le dit Lucas, je pense que tu dois avoir mis bout à bout un puzzle et donc un guichet fermé. Oui, mais bon, et le puzzle il est grand, hein, les gars. Ouais, mais le guichet fermé, c'est désolé Max, hein, mais c'est pas ça qui fait gagner des trophées. Hein. Sinon, on serait quintuple champion de France. Hein. Oui, non, mais c'est sûr. Mais au moins, t'as quand même un engouement derrière le club. Oui, parce que le Clermont Foot, justement, il y a aussi l'effet Clermont Foot. Je pense que l'année dernière, avec les belles années Ligue 1, ils leur ont fait du mal. Et puis cette année, vu qu'ils sont un peu au fond du trou, je pense que les gens retournent au rugby. Je pense que vous m'enlevez pas de l'idée quand même que quand t'as Yato, Kremer, Jono avec toi plutôt qu'à l'infirmerie, ça peut aider quand même. Ouais, mais bon, l'ouvreur anglais, Smith, il laisse 3 ou 4 transformations, ça fait 50 pions. Hein. Ouais, mais on voit bien que Rodapileta, il est en perte de vitesse. Tu vois. Mais même, t'as plus d'internationaux. Qu'est-ce que t'es gentil, Maxime? Perte de vitesse, t'appelles ça, toi? Ouais, c'est ça. Moi, j'appelle ça la retraite anticipée. Écoute, on va voir. On recrute Harry Plummer, 26 ans, soi-disant un des meilleurs ouvreurs néo-zélandais qui arrive l'an prochain. Ouais. Ah, voilà, mais on est sur des promesses, mais... si devant, c'est pas plus solide. Et je suis le premier à dire que devant, c'est quand même assez costaud cette année. Mais si c'est pas plus solide, parce que ce qui m'inquiète, c'est que les autres clubs se renforcent, hein. Nous, on voit que l'ASM Clermont-Auvergne, mais je peux vous dire qu'il y a des clubs qui ont de l'ambition pour l'année prochaine. Je suis pas sûr que ce soit le cas de Clermont. Hein. On se rend là, apparemment, c'est sur les tablettes. Il parle de Célevasio Tolofua, mais qui est un très bon joueur, mais bon, Rafi, c'est le numéro 3 des ouvreurs à Brive qui vient, et puis je sais plus un autre là, mais c'est pas. Zamora, Lucas Zamora. Ouais, c'est pas ce qu'on veut, quoi. Enfin, c'est pas ça qu'on veut, nous. Non, mais écoute... Moi, je veux Tuisova, je veux Couillou de Lyon, je veux des joueurs comme ça. Non, puis le baromètre, être champion de France. Tu sais très bien qu'on a le roi dit je veux, on lui a coupé la tête, hein, Fabrice. Exactement, ça c'est vrai. Donc je retire. Non, Antoine? Non, je voulais avoir une petite pensée pour le Stade Aurillacois aussi, autre équipe auvergnate professionnelle, qui est très très mal en Pro D2. C'est vrai. Donc voilà, j'espère qu'ils vont se maintenir, parce que c'est quand même une équipe emblématique de la D2, hein, ça fait un paquet d'années qu'ils y sont. Donc. Ouais. On a eu pas mal, ça a été l'antichambre de l'ASM. Aussi, oui. Pas mal de donc ça m'embêterait quand même pour eux qu'ils descendent en. Je crois que c'est la Nationale 1 maintenant, le 3e échelon. Donc ouais, j'espère qu'ils vont se maintenir. Ouais, mais il n'y a pas de raison. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué pour eux cette année.
Lucas, t'en penses quoi, toi, de l'ASM Clermont-Auvergne? Ouais, moi je sais que pour connaître des personnes qui travaillent, le club travaille de mieux en mieux, on su se remettre en question sur les années qui ont été difficiles parce que il y avait qu'eux qui existaient et il y a la concurrence dans le sport qui arrivait dans notre territoire et du coup ils ont su se poser les bonnes questions et définir une stratégie marketing et commerciale qui correspond plus au public et au territoire clermontois et ça travaille très 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 bien. Mais pourquoi on n'attire pas plus de joueurs que ça? Pourquoi on n'attire pas plus de grands noms en fait? C'est l'aspect financier. Le porte-monnaie, tout simplement. Exactement, c'est le nerf de la guerre dans le sport malheureusement. Ah ouais, non, mais si ça vient. Il n'y a plus l'amour du maillot comme à l'époque. Hein. Le sport, pardon, n'est plus un. Je vais y arriver. Le rugby n'est plus un sport où l'esprit de clocher règne. C'est fini. Je comprends. Hein, une carrière c'est court. Il faut, comme on dit, désolé du mot, mais il faut qu'offrir le maximum. Donc les joueurs vont là où l'argent résonne. Est-ce que c'est cohérent de mettre Aurélien Rougerie recruteur Est-ce que c'est cohérent à votre avis? Recruteur ambassadeur, c'est la meilleure personne, je pense, à ce poste-là. Ouais. C'est la plus grande légende du club, hein, tout simplement. Donc, oui, mais ce qu'il y a, non, mais moi je suis le premier à dire que c'était un joueur exceptionnel, Aurélien Rougerie, parce que moi je l'ai vu débuter et je l'ai vu terminer. Ça a vraiment été un 3/4 exceptionnel. Mais est-ce qu'il est bien à son poste? Moi, je pense qu'on a vu dans le football, pour comparer, parce qu'on parle un peu de sport business, il y a pas mal de légendes de clubs. Je pense il y avait Patrick Kluivert au FC Barcelone, des grandes légendes de chaque club qui se sont mis dans des postes comme ça stratégiques, qui ont pu faire justement venir des joueurs, parce que je pense qu'ils ont des arguments, ils ont connu le terrain. Aurélien Rougerie, il a connu le Michelin à guichet fermé, la Forteresse Improbable pendant des années, et je pense que c'est pas forcément des gens dans l'administration qui peuvent faire transmettre ça tu vois, à des potentiels recrues, mais vraiment des joueurs qui ont connu cet engouement. Donc je pense que comme Lucas, franchement, c'est un poste idéal pour lui. Puis c'est un amoureux du club et ça compte pas. Hein. Il a refusé un chèque énorme pour aller jouer au Japon, donc je trouve que voilà, c'est quand même important, même si c'est le business. Ah non, mais il a les vraies valeurs de l'ASM Clermont-Auvergne. Il sera toujours au-dessus des joueurs actuels du club parce que de par l'historique, de par le palmarès, de par son aura sur la place clermontoise, il aura toujours ce pouvoir additionnel sur le sportif. Est-ce que ça suffit pour les supporters, ça? Non, d'avoir une légende du club. Moi, je vous donne mon sentiment, vraiment. Aujourd'hui, moi, je trouve que l'ASM Clermont-Auvergne est en train de devenir un club dans la deuxième partie du championnat. Moi, j'ai connu l'ASM dans les années 80, 90, 2010, mais j'avais jamais vu l'ASM à ce niveau-là, parce que depuis la finale en 2019 contre Toulouse, il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de volonté présidentielle, qu'il n'y a pas de volonté même sportive, d'ambition. Et Christophe Furios est un coach que j'aime bien, mais est-ce qu'il y a de l'ambition, quoi? C'est ça, c'est ce que les supporters veulent voir et veulent savoir. Je vais me répéter peut-être, mais il y a eu tellement de difficultés financières qui sont en train de tout remettre à plat pour restabiliser le club financièrement. Et avant de franchir et d'avoir de l'ambition sportive, il faut restructurer le club pour qu'il soit viable économiquement parlant, quoi, avant d'avoir des ambitions démesurées par rapport à la situation du club, quoi. Et pourquoi Urios dit qu'il y a une équipe est née après la victoire contre Bristol? Parce qu'il n'y a pas d'équipe qui est née après la victoire contre Bristol. Parce qu'il faut bien dire un truc à la presse, tout simplement. Okay. Il parle pas un peu trop, Christophe Furios, d'ailleurs? Si, mais c'est pour ça qu'on l'aime ou qu'on le déteste, d'ailleurs. Mais c'est un personnage clivant. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que je trouve qu'il va pas forcément avec l'image du club de base, mais s'il arrive à nous faire gagner d'ici 3 ans, c'est tout ce qu'on veut. Moi, je serais le premier à applaudir, mais je m'inquiète un peu. Je pense que c'est un vrai meneur d'hommes. Ça, on peut pas lui enlever. Moi, c'est l'écart entre Toulouse, Bordeaux et Toulon qui m'inquiète. Comme je te dis, le baromètre, c'est le nombre d'internationaux que tu as. Et quand tu vois, à une époque, on était quand même un très gros fournisseur de l'équipe de France, et aujourd'hui, on n'a plus personne, et ça, c'est un indicateur. Regarde aussi Toulon, ils ont eu un passage à vide les dernières années. Ils ont été donc la triple champion d'Europe, tu vois, avec les années Boudjelal. Ouais. Et Boudjelal est parti. Il y a eu pas mal de, tu vois, des gros cadres qui sont partis. On pense les Maguito, etc. Il y avait une armada qui était juste impressionnante. Et ils ont eu ce creux de la vague, justement. Et regarde là, aujourd'hui, ils passent 72 points, 73 points au Saracens. 72-42, ils ont gagné. Ils perdaient 35-13. Hein. Si il y a 2 ans, tu me disais que Toulon allait passer 72 points au Saracens, moi j'aurais bien voulu te croire, mais pas longtemps, tu vois. Mais ce qui est fort, c'est que justement quand on regarde, moi j'ai regardé ce match, et quand on regarde ce match, on voit vraiment les Saracens dominés il y a 35-13, on joue la 32e, 33e minute. Ah, ils renversent la table complètement. Est-ce que nous on est capable de renverser la table à Clermont? Je suis pas sûr.
Non, parce que je peux te dire que Toulon, ils ont mis le bleu de chauffe. Hein. Ouais, mais tu regardes aussi la profondeur de banc à Toulon. C'est aujourd'hui pas celle de l'ASM, malheureusement. Donc, c'est aussi un match, c'est 80 minutes. Je pense que Mignoni, il a su les remobiliser clairement en leur disant les gars, voilà, en gros, il y a 0-0 quand on rentre à la mi-temps, bien qu'il n'y avait pas 0-0 sur le papier. Non. Et en fait, voilà, c'est dans ces moments-là où, pour le coup, je pense que tu peux retourner avec un effectif qui n'est pas aujourd'hui nôtre actuellement. On parlait aussi des stars dans les années 2010. Il y a une grosse ère qui s'est finie, les Para, les James qui sont partis à la retraite, tu vois. Donc, je pense que honnêtement, on est dans le top 6 et maintenant on n'a plus que ça qu'à jouer. Que ça à jouer, il faut tout donner. Ce week-end, monsieur Antoine Lafont, Pogačar a ridiculisé ses adversaires. Et le mot est faible. J'en perds mes mots. Non, honnêtement, c'est incroyable. Franchement, je ne sais pas quel superlatif utiliser avec cet homme. Non, il était au-dessus de tout le monde. Je veux dire, il les a fait passer pour des cadets. Hein. Ils étaient 4 à rouler derrière lui. Mais c'est pas des petits coureurs, hein, les 4. Non, justement. Puis c'est des gros moteurs, des gros rouleurs. Hein, des Wout van Aert, c'est sur le podium des championnats du monde du contre-la-montre et olympique. Donc, Pedersen, Stuyven, Van Der Poel. Stuyven, ouais. Il bascule avec quoi, 15-20 secondes et il finit sur la ligne avec 1 minute. Vent de face. Hein. Ouais, c'est ça, 25 secondes. Et puis, sur un terrain, les pavés qui c'est pas forcément censé l'avantager en plus. Donc, franchement, je sais pas quoi dire. Ce garçon m'impressionne. C'est dire qu'il a 26 ans et qu'on commence déjà à le comparer à Eddy Merckx. Donc, Et ben, là, justement, il devient le deuxième coureur après Eddy Merckx à gagner le Tour de France et le Tour des Flandres parce que c'est deux compétitions qui demandent des qualités complètement différentes. Eddy Merckx, c'était une autre époque en plus. C'était pas le même vélo qu'aujourd'hui. Ouais. Normalement, le vélo était un peu plus lourd à l'époque. Ouais, après, ils étaient lourds pour tout le monde, mais c'était... Je sais pas, franchement, je vais arrêter de parier contre lui. Donc, c'est le retour du cannibale, Tadej Pogačar. Lucas, t'en penses quoi, toi, du retour du cannibale ? Voilà, ça fait 1 an et demi qu'il survole toutes les compétitions auxquelles il participe. Hein, donc... Je ne suis pas le cyclisme de très très près, mais c'est vrai que c'est impressionnant hein, ce qu'il fait. Le dernier Tour de France, c'est exceptionnel. Là, la dernière accélération, on se demande ce qui se passe encore une fois. Incroyable. Après. Puis il fait ce qu'il veut quand il veut, quoi. Si je t'offre un t-shirt de Tadej Pogačar, tu l'acceptes ou pas ? Bien évidemment. Bon, ok. Donc je t'offrirai un t-shirt. Maxime ? Ouais, on en est même à oublier un mec comme Jonas Vingegaard. Quand même qui a gagné 2 fois le Tour et franchement ce gars-là on n'entend plus parler. C'est vrai qu'il est passé où lui d'ailleurs ? Ouais, il était tombé sur Paris-Nice. Ouais, c'est ça, il est commotion tombé. cérébrale. Ouais, il est quand même sur la deuxième team apparemment du plateau avec la Visma Leasebike, pardon. Mais bon, on se dit que voilà, sur le Tour de France, il y aura pas de surprise. Sur les grands tours, il y aura pas de surprise. Que pour moi, UAE, pour moi et pour d'autres. Ouais, c'est pour eux quoi. UAE va tout manger quoi. Ils sont trop solides pour les autres. Ouais, je pense. Oui, je vois pas qui peut le battre sur le Tour de France. Hein. Et puis même, c'est ce que je disais, en 2023-2022, il perd le Tour de France. Mais j'ai l'impression que ce Pogačar-là n'existe plus. Parce qu'à l'époque, il pouvait avoir des jours sans. Alors, c'était très rare. Hein. Mais je me rappelle une étape au col de la Loze où il prend 5 minutes. Mais j'ai l'impression que c'est fini cette époque. C'est impossible. Ah ouais, on dirait qu'il a changé, quoi. Ce qui est incroyable, après le Tour des Flandres, j'ai vite fait les interviews juste après la course, là. Et peu de temps après, hein. Je pense que ça fait 10 minutes même pas qu'il est arrivé. Il est d'une sérénité, lucide. Alors que le mec, il a quand même roulé tout seul, vent de face, comme tu le dis. Il arrive, on dirait que il a fait un petit décrassage du week-end, quoi. Ouais. Franchement, c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant, c'est vrai. Il y avait aussi de la Formule 1, parce qu'on parle de vitesse, on parle d'un sportif impressionnant. Max Verstappen, il est aussi impressionnant, lui. Hein, parce qu'il met les McLaren 2e et 3e derrière lui. Et c'était pas couru d'avance, c'est le cas de le dire. Non, je pense qu'il a la 4e force du plateau. Ouais. Et il arrive à gagner la course. Avec son expérience, avec facilement le talent. Non, mais il y a quand même une petite marge. Donc, honnêtement, pour moi, cette année, voilà, le problème, c'est que si Red Bull lui donne une voiture capable de jouer le titre, il sera champion. Et à McLaren, de pas, comme on dit, choquer. Hein, ouais. Et je pense que même sans une excellente voiture Red Bull, il peut être champion. C'est ça qui est fou. Oui, parce qu'après seulement 3 courses, il est qu'à 1 point de Lando Norris au championnat du monde. C'est ça. Et puis Norris et Piastri sont de jeunes pilotes. Attention à la pression aussi. Hein. Parce que moi, je me souviens que Nico Rosberg, en 2016, avait dit, quand il a été champion du monde, il a dit « J'arrête parce que vous ne pouvez pas imaginer la pression qu'on a ». Il avait dit ça aux journalistes. Donc ça compte beaucoup. Hein. Lucas, qu'est-ce que t'en penses, toi, que Norris et Piastri peuvent peut-être déjouer à cause de la pression parce qu'ils sont des jeunes pilotes ? Ce qui est déjà rassurant, c'est que Verstappen puisse
concurrencer les autres avec un véhicule un peu moins fort. Donc ça laisse place au moins à la qualité du pilote déjà. Ouais. Parce qu'on avait longtemps oublié ça et c'était les meilleures voitures qui gagnaient, honnêtement. Là, maintenant, on peut se dire que la qualité du pilote et ses performances et son travail qu'il y a derrière, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des gros athlètes qui sont dans les véhicules. Ouais. Donc oui, après, je pense et j'espère que Verstappen gagnera parce que ça voudra dire que c'est la qualité du pilote qui prime sur la qualité du véhicule. Exactement. Ce serait bien. Et puis il y a aussi un petit coup de chapeau à Isaac Hadjar qui a remporté ses premiers points quand même. Ça c'est pas mal hein, parce qu'il est jeune. Hein. Oui, il a quoi 20 ans, 21 ans. Ouais, je crois que ça une vingtaine, ouais. Comme quoi le sport français, bon à part le tennis, mais ça c'est un autre débat, on en parlera une autre fois. Mais quoi que Richard Gasquet a gagné son premier match à Monte-Carlo, donc comme quoi les miracles mon sont... fils aussi qui a fait Ouais. un beau match Ouais. pour son entrée en lice. Mais c'est depuis qu'il a fait un enfant avec Svitolina, lui il va mieux je trouve. Hein. Mais bon en tout cas le tennis c'est pas brillant. Et donc on va reparler parce que Lucas Armand est on va dire pas le king parce que ça fait un petit peu trop, mais tout ce qui est business autour du sport, ça c'est ta partie. Et moi je voudrais que tu t'adresses à certains présidents qui nous écoutent. Comment on fait pour créer un business club en fait ? Créer un business club, c'est assez simple. Hein. Déjà, il faut trouver les partenaires qui ont envie de s'investir dans le club et qui ont envie de tirer le club vers le grand et l'aider à se développer. Hein, mais comment on fait pour attirer des partenaires ? Attirer des partenaires, faut avoir un vrai projet établi et leur apporter tous les leviers de développement que vous souhaitez mettre en place sur une stratégie à moyen terme et les activer réellement. Parce que si c'est pour dire qu'on va faire ci, qu'on va faire ça et qu'on ne les met pas en place derrière... ça sert à rien et puis les partenaires abandonnent rapidement. Nous, aujourd'hui, on a défini plusieurs piliers stratégiques pour développer le club de hand de Cournon, qui sont la modernisation de tous nos outils digitaux à l'heure actuelle qui était un peu le néant et qu'on amène des petites pièces pour les amener à réseauter aussi. Donc on est sur un gros projet pour nos partenaires, pour les aider à avoir un retour sur investissement sur leur partenariat. On travaille sur un gros levier digital qui va leur permettre, eux, de quantifier tous les supports et toutes les communautés du club qui vont interagir avec eux. Donc c'est pour faciliter toutes les mises en relation, etc. Puis après, voilà, c'est avoir un suivi au quotidien des partenaires, créer, on va dire, une relation privilégiée avec tous nos partenaires, quoi. C'est quoi l'ambition du club dans les 5 ans qui viennent ? L'ambition L'AD1, c'est dans 5 ans peut-être, oui. Dans 5 ans peut-être. Moi, j'ai pris mon abonnement dans 5 ans. Je veux voir le PSG, Toulouse, Dunkerque et tout. Hein, donc débrouillez-vous, les gars. On espère y arriver, hein, bien évidemment. C'est un projet là. Déjà, sur 3 ans, c'est d'essayer de faire un peu mieux chaque année. Et financièrement parlant, pour attirer des meilleurs joueurs, bien évidemment, parce que c'est le nerf de la guerre. C'est de faire progresser le club aussi sur la structuration. Aujourd'hui, on n'est que 2 salariés administratifs, plus un prestataire qui gère toute notre communication, logistique, événementielle, billetterie. Donc déjà, c'est faire progresser le club en se dotant de personnes qualitatives et quantitatives pour faire progresser le club à tous les niveaux. Donc voilà, on cherche à se développer, on a des pistes encore sur de la main-d'œuvre et sur de l'humain, parce que c'est l'humain qui est au bout de tout. Il faut, comme le disait tout à l'heure Antoine, heureusement qu'on a la chance d'avoir une trentaine de bénévoles qui nous aident tous les jours au quotidien pour faire grandir ce club. Et ça, vraiment, je le souhaite à tous les clubs de pouvoir se doter de personnes de valeur comme le club de Cournon peut l'avoir, parce que c'est vraiment une véritable famille, quoi. Maxime ? Ouais, non, c'est sûr qu'on souhaite le meilleur au handball de Cournon. On l'a vu du coup avec le Clermont Foot, aussi l'aspect business est très important, avec du coup des fois des soucis financiers qui malheureusement pénalisent aussi le sportif. Donc c'est sûr qu'avec toi au handball de Cournon, je pense qu'ils ont de beaux jours devant eux et on souhaite le meilleur. C'est gentil en tout cas. Oui, nous on sait qu'on on a un business model qui est différent des autres clubs. C'est que nous on est le club le moins bien subventionné du monde professionnel de handball. Donc du coup les leviers c'est quoi ? C'est les partenaires privés, hein. Donc on les remercie, hein. Et aujourd'hui on essaie de travailler par recommandation, par prescription, et on essaie d'aller d'au-delà de la relation pure de sponsoring. C'est que nous-mêmes on se doit d'être des commerciaux, moi, mon président et toute l'équipe qui est autour de nous, des commerciaux des autres partenaires, quoi, pour qu'ils puissent eux aussi bénéficier de notre réseau. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui disent que Lucas Armand, ça va, on aime bien Lucas Armand, donc ça c'est bien déjà, ça c'est une bonne note, non ? C'est une fierté. De toute façon, le curseur il se place là, hein. C'est quand vous arrivez à attirer la satisfaction de nos partenaires. Nous aujourd'hui, honnêtement, si on arrive à faire 95% de taux de renouvellement de partenariat, c'est le nerf de la guerre, hein. Nous on est basé que sur ça, hein. C'est la fidélisation, l'accompagnement de nos partenaires, et puis après on sait que du fait de fidéliser nos partenaires, les prescriptions elles arrivent toutes seules, et après on est capable de développer nos budgets grâce à ça.
Bon, et ben super. C'est un grand remerciement, Lucas, parce que tu es très très intéressant à écouter. Maxime, tu as 10 secondes. Et ben, je voulais dire le mot de la fin pour Sacha Zoya, coup de chapeau à lui qui a remporté le 100 mètres en Jamaïque sur les terres de Usain Bolt à Safa Powell, qui a remporté un petit chèque de 100 000 €. On parlait d'argent, Ouais, ça fait plaisir pour les athlètes français, notamment l'athlétisme, qui ne sont pas non plus en une de l'équipe chaque semaine. C'est vrai. Coup de chapeau à lui, qui avait fait malheureusement des JO un peu compliqués pour lui, donc c'est cool. Ok. Donc, Lucas Armand, on te remercie. Merci à directeur du développement du handball club de Cournon d'Auvergne. Et puis j'espère qu'il y aura plein de présidents qui iront écouter et qui vont peut-être faire sonner ton téléphone pour avoir de bons conseils. Voilà, ça ce serait bien. C'est terminé pour cette émission. Vous pouvez nous retrouver en podcast et en replay sur notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux. À mardi prochain sur le Gosse FM. Au revoir. Avec un S à sport. Le Gosse FM.